Bonjour à tous et à toutes. Nous allons procéder au prochain panel des données ouvertes à la gouvernance des données, une discussion sur la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informatiques au gouvernement du Québec. Nous avons avec nous aujourd'hui 3 panélistes. Je vous les présente et je leur cède la parole. Nous avons premièrement avec nous le sous-ministre adjoint à la transformation numérique gouvernementale au sein du ministère de la Sécurité et du numérique, M. Jonathan Kelly. Avec plus de 20 ans d'expérience en technologie de l'information, M. Jonathan Kelly assume depuis le 1er 2022 les fonctions de sous-ministre adjoint à la transformation numérique gouvernementale au sein du ministère de la Cybersécurité et du numérique. Titulaire d'un baccalauréat en informatique et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Laval, M. Kelly a également complété le programme cours de 2e cycle en gouvernance et technologie de l'information de la TELUC. Son parcours professionnel l'a amené à occuper divers postes en gestion au sein de l'organisation privée ou publique, et ce, dans différents domaines comme les télécommunications, le manufacturier, le transport maritime et plus récemment dans le domaine des services financiers. Des expériences riches pour être au cœur des grands projets de transformation numérique gouvernementale et pour accompagner l'administration publique québécoise dans l'ère du numérique. Nous avons également avec nous Josiane Marsan du Centre de recherche en technologie de l'information et affaires, le CERTIA. Josiane Marsan est vice-doyenne recherche et innovation de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval, où elle est aussi professeure titulaire en système d'information organisationnelle et directrice fondatrice du Centre de recherche en technologie de l'information et affaires, dont le grand partenaire principal est le Centre québécois d'excellence numérique, le ministère de la Cybersécurité et du numérique du Québec. Après quelques années en tant que programmeuse analyste dans les entreprises nationales et internationales, c'est en effectuant un doctorat en technologie de l'information à HEC Montréal qu'elle développe une passion pour l'enseignement et la recherche scientifique. Josiane débute en 2009 sa carrière de professeure et obtient sa titularisation en 2018. L'Université Laval lui a récemment décerné 2 médailles de la recherche pour le rayonnement national et international de ses récents articles scientifiques. Elle a par ailleurs reçu 2 distinctions Socrate pour l'excellence de son enseignement à l'Université Laval. Josiane est régulièrement invitée à intervenir dans les médias et à conseiller, faire des présentations et donner des formations à la demande d'organisations ou d'associations professionnelles, notamment Google Corporation, l'International Institute of Business Analysis, Desjardins, Revenu Québec et le réseau Action TI. Elle siège aussi sur plusieurs comités de gouvernance universitaire ou d'affaires. Nous avons finalement avec nous Daniel Caron de l'École nationale d'administration publique. Daniel Caron est titulaire de la chaire de recherche en exploitation des ressources informationnelles à l'ENAP, où il étudie l'impact des technologies numériques sur le fonctionnement de l'État et des organismes publics sous l'angle de l'information. Il est également professeur associé à la recherche Carleton et membre du Cyrano. Ses autres intérêts de recherche comprennent l'évaluation des programmes et la gestion et les questions autochtones. Il donne des cours d'administration publique et d'évaluation des programmes. Sa carrière s'est déroulée entre la recherche, l'enseignement et la gestion. Il a passé plus de 30 ans comme fonctionnaire fédéral à divers postes supérieurs. Il est titulaire d'une maîtrise en économie de l'Université Laval et d'un doctorat en sciences humaines appliquées de l'Université Laval. Sans plus attendre, je vous cède la parole. Pour ceux en ligne, si vous avez des questions, simplement les écrire dans l'onglet « Discussion » de l'application. On va pouvoir les prendre à la fin. Merci. Alors, j'imagine qu'on y va selon ce qui avait été prévu dans l'ordre. Donc, j'y vais le premier. C'est bien compris, Jonathan, Josiane, c'est ça? C'est ce qu'on a compris. Parfait, d'accord. Je vais suivre le scénario. Alors, donc, simplement, je vais répondre à cette première question qui avait été posée. Pourquoi la gouvernance des données, donc, est un sujet fondamental? Mais je pense que, premièrement, pour l'État, que ce soit, peu importe, au niveau municipal, fédéral, provincial, il est indéniable qu'il n'y a pas de gouvernement sans information. Bon, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits là-dessus depuis toujours, donc que ce soit pour la taxation, mais entre autres, mais aujourd'hui, beaucoup aussi pour développer des politiques publiques donc, qui sont en accord avec ce que souhaite la société. Donc, il y a des besoins d'information de 2 côtés, c'est-à-dire à la fois pour gouverner et pour être gouverné aussi. Donc, et on parlera d'ouverture tout à l'heure, parce qu'il est important aussi pour le citoyen d'être informé, d'avoir accès à cette information-là pour être capable stratégiquement de bien voter, mais aussi pour opérationnellement, donc avoir accès au programme, etc. Donc, alors, c'est stratégique opérationnel, c'est à la fois en tant que gouvernement et en étant gouverné. Donc, c'est le contexte général dans lequel nous sommes. Et aujourd'hui, évidemment, les choses ont beaucoup changé. Mais dans ce contexte-là,
données et informations de toute nature sont importantes. Et je reviendrai un petit peu sur la distinction là, gouvernance et gestion tout à l'heure. Mais d'abord, la tendance future, je pense que quand on regarde ce qui se passe un petit peu dans la littérature, devrait faire en sorte que les distinctions entre information et données vont s'estomper peu à peu. Et je peux d'ailleurs faire référence à tout de suite une politique, en fait, un message du secrétariat du Trésor fédéral qui récemment disait, on se rapproche de la gestion documentaire au niveau, on va faire la gestion des données, mais on va faire aussi la gestion documentaire. Il y a des liens à faire entre les deux. Et je reviendrai aussi rapidement sur une norme ISO qui a été, à mon grand plaisir, donc élaborée et qui est sortie en mai cette année, donc la 24143, qui nous parle de gouvernance informationnelle. Donc, qui est importante parce que, justement, elle regroupe toute cette information, données, etc., donc dans un tout. Pour répondre à cette question aussi, il faut regarder la perspective scientifique. Donc, du côté scientifique, la science des données, ça devient un petit peu le cœur des pratiques liées à l'usage des données administratives. Donc, elles ont toujours été là, les données administratives, donc, et j'en sais quelque chose, mais on ne les utilisait pas. Donc, elles étaient quelque part cachées dans nos systèmes qui étaient souvent d'ailleurs papier. Donc, on avait peu d'accès, on n'arnachait pas cette valeur énorme, en fait, en termes d'information qui peut nous aider à développer donc des politiques publiques qui sont à la fine pointe et qui sont bien documentées, bien éclairées. Alors, ces données administratives-là, elles sont de plus en plus accessibles, donc justement grâce aux diverses technologies d'information de communication que l'on connaît aujourd'hui. Et ça devient en fait un complément aux approches statistiques traditionnelles, parce qu'il faut le voir aussi un peu comme ça, c'est deux choses qui se complémentent, qui sont nécessaires. Hein. Donc, on va aller chercher dans des sondages, dans des enquêtes, ce qu'on ne trouve pas dans nos données administratives. Et aussi, il faut rappeler que les données administratives ont aussi un sens qui est un peu peut-être différent de celui de données de sondage. Hein. On sait qu'un chômeur n'est pas un prestataire d'assurance chômage. Je donne ça comme exemple, mais c'est important de se le rappeler parce que je vais revenir justement sur l'importance d'avoir un bon cadre pour fonctionner donc dans l'utilisation de ces divers types de données. Mais simplement, donc, du côté perspective scientifique, bon, les statistiques traditionnelles, si on veut, nous avaient donné des outils de mesure, des façons d'aller chercher l'information. Mais maintenant, est-ce que, justement, avant de sonder, on n'ira pas utiliser nos données administratives? Hein? Et comment parvenir à cela? Comment on peut arriver à cela? À quelles conditions? Donc, elles vont être de qualité suffisante, par exemple. Comment on va les analyser correctement? Donc, comment les mixer avec des statistiques recueillies par sondage? Alors, c'est des questions qui sont extrêmement importantes lorsqu'on se pose cette question de, justement, de dire données ouvertes, gouvernance ouverte des données. Donc, il faut qu'on ait des outils qui vont nous permettre de bien utiliser cette richesse informationnelle, donc de manière à ce qu'on puisse en bénéficier. Donc, il faut s'assurer du côté scientifique de deux choses, quant à moi. La validité de la donnée, hein, puis je vais revenir là-dessus parce qu'on a fait beaucoup d'enquêtes depuis une dizaine d'années et c'est une des grandes, je dirais, un des grands problèmes soulevés par les administrations, les gens qu'on rencontre pour dire, on n'est pas certain, nous, on a beaucoup de données, mais est-ce qu'elles sont vraiment prêtes, est-ce qu'elles sont de qualité à être utilisées, à être ouvertes et utilisées par plus de gens que nous. Donc, le deuxième, validité de la donnée et validité des méthodes de traitement aussi, parce qu'on entre dans l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, l'inférence statistique, etc. Donc, ce sont des méthodes qui se basent sur une certaine qualité, une certaine forme de données. Donc, ça sera important de toujours garder ces éléments-là à l'esprit. Alors, ça, c'est pour la perspective plus scientifique. Du côté d'une perspective plus institutionnelle et organisationnelle, qui est extrêmement importante et très centrale, donc à la question qu'on se pose aujourd'hui, les observations nous montrent dans nos études qu'il y a d'énormes défis pour arriver à pouvoir utiliser nos données comme nous le souhaiterions, en fait. On a fait plusieurs enquêtes auprès des ministères, auprès des municipalités, entre autres, et ce qu'on a, donc, c'est un enjeu d'abord de qualité. On a un enjeu de qualité parce que, il y a des coûts à avoir une donnée de qualité, ça prend des compétences, il y a des capacités qui sont nécessaires. Hein, on connaît le traditionnel gigot, là, garbage in, garbage out. Donc, les gens nous soulevaient beaucoup cet élément-là. Nous, on sait comment utiliser nos données. Cependant, est-ce qu'on peut penser que les gens qui y auront accès quand on les ouvre, hein, dans le cadre des données ouvertes, est-ce que les gens sauront les utiliser correctement? Autre élément qui est ressorti très fréquemment et dans une enquête qu'on avait faite à travers le Canada sur justement l'autoroute de l'information de santé, c'est le manque d'interopérabilité. Donc, le manque d'interopérabilité entre les systèmes qui fait en sorte qu'on ne peut pas harnacher cette information-là, donc de manière à pouvoir s'en servir correctement.
Ensuite, on a toute la question qui est ressortie souvent de la sensibilité de l'information, hein, surtout l'interprétabilité potentielle. Donc, quel est le sens de cette donnée administrative? Donc, comment sera-t-elle interprétée par des gens qui peut-être sont moins au fait de comment elle a été créée, à quoi elle sert, etc. Donc, ce sont des questions qui sont extrêmement importantes sur le plan institutionnel et organisationnel. L'usage éthique, le vol des données, la vente des données, etc. Donc, ça aussi, c'est des questions qui ressortent beaucoup dans la littérature. D'ailleurs, on va en parler dans quelques semaines au niveau des données de santé. Donc, c'est extrêmement important. Donc, il faut s'assurer que dans cette ouverture-là, qu'il y a qu'il y a un cadre, en fait, qui va nous permettre justement de bien utiliser ces données-là. Et dernier point que j'aimerais soulever ici, c'est la complétude de la représentativité donc, de ces données administratives, donc qui sont souvent très, très riches, mais que représente-t-elle exactement? Donc, c'est une question qui est très importante aussi. Alors, gouvernance et gestion, enjeux et défis. Rapidement, donc, pour moi, parce qu'on a appelé ça gouvernance des données, pour moi, c'est un sujet très, très, très délicat et très important parce que, justement, peut-on avoir une gouvernance des données, une gouvernance informatique, une gouvernance de la documentation et de l'information? Moi, je pense qu'il va falloir qu'on trouve une manière de s'accorder ensemble pour parler de gouvernance quand on est au plus haut niveau, donc quand on est au niveau méta. Donc, la gouvernance, pour moi, ça reste quelque chose de très englobant. Et on peut, après ça, gérer des données, gérer de l'information, etc. Ça reste, c'est pas clair encore, mais je pense que ce qu'on va voir arriver, puis on l'a vu avec la norme, justement, dont je parlais tout à l'heure, la norme ISO, ISO 24143, qui nous amène à voir les choses de cette façon-là pour s'assurer que, justement, on aura une vue d'ensemble, donc complète, intégrale, entre les différents éléments qui devront nous assurer qu'on va répondre justement aux différents enjeux dont je parlais tout à l'heure, éthique, sécurité, d'utiliser aussi données et informations, etc. Donc, tout ça ensemble. Parce que je pense qu'un des grands enjeux qu'on a, c'est que passer dans cette gouvernance des données, une gouvernance ouverte, il faut se mettre dans un nouveau paradigme. Donc, c'est une nouvelle manière de penser l'information, donc en amont. Il faut commencer à réfléchir en amont. Donc, ce n'est pas une donnée qui est produite, c'est une donnée qui sera à produire d'abord. Et il faut la penser dès le départ avec une gouvernance qui va être bien conçue, de sorte qu'on puisse gérer ces différents éléments-là, donc d'une manière à protéger, sécuriser, le faire de façon éthique, etc. Donc, on a besoin aussi, en termes de défis, donc on a besoin d'un très grand leadership politique et administratif, à la fois donc pour créer le bon cadre, donc on a besoin de lois, on a besoin de politiques donc, qui relèvent davantage de nos politiciens, mais aussi on a besoin de leadership administratif pour le mettre en œuvre. Hein. C'est la partie souvent un petit peu négligée. On a des belles politiques, on a des lois, mais il faut aussi les mettre en œuvre. Donc, il faut que ça descende sur le terrain pour qu'on puisse changer nos manières de faire, donc à travers les stratégies qui auront été mises de l'avant. Donc, on va passer donc, dans un mode qui va être un paradigme assez différent. On aura besoin donc d'une gouvernance, à mon avis, qui sera centralisée et d'une gestion décentralisée à travers les différentes organisations, les ministères, les organismes, etc. Mais on a besoin de cette gouvernance centralisée qui va donner l'orientation, qui va donner le pouls, la pulsation nécessaire pour arriver là. Mais ensuite, il faut que quelqu'un le reprenne au niveau terrain, donc dans une gestion qui va être décentralisée. Et on a besoin d'instruments, donc évidemment, et aussi, sans oublier, des expertises appropriées. Parce que plus ça ira, je le mentionnais au début, donc entrer dans cet univers-là va demander des compétences. La science des données, donc, c'est pas simplement quelques mots, c'est aussi des approches, donc, qui devront être présentes dans les différents ministères. Conclusion. Sur l'ouverture comme telle. Donc, cette ouverture qui est fondamentale à mon point de vue, donc, parce que, justement, on passe à un modèle, on est passé d'un modèle webérien, d'un modèle très directorial, à un modèle de nouvelle gestion publique où on s'est mis à entendre un peu plus le citoyen, donc on l'a appelé client, mais là, on est rendu dans un modèle de valeur publique. Donc, et dans le modèle de valeur publique, c'est une nouvelle manière justement, de penser l'action publique en mode partage informationnel et partage décisionnel. Ça veut dire que si l'information ne circule pas, si elle n'est pas gérée collectivement, plus collectivement, à tout le moins, ça va être extrêmement difficile d'avoir la participation des gens, donc, et de développer des politiques et de profiter de cette information-là pour aller tirer le maximum, donc, de potentiel des différentes données, etc., donc, pour, justement, amener une action publique qui sera mieux orientée, par exemple. Et pour faire ça,
finalement, ben, il va falloir, oui, s'ouvrir, mais il va falloir se décomplexifier dans le sens de complexité, c'est-à-dire qu'il faut accroître donc la confiance des gens à participer. Et pour ça, donc, il va falloir que nos modèles soient quand même assez ouverts, assez transparents au niveau de la gestion des données donc et de l'information, donc pour que les gens puissent venir travailler avec nous donc, et rendre tout ça acceptable et recevable de la part des différentes parties prenantes, donc à l'État. Voilà, c'est ce que j'avais à dire en introduction. Du point de vue, maintenant, merci d'ailleurs, professeur Caron. Si on y va du point de vue maintenant du gouvernement du Québec et quelles actions on entreprend de notre côté, dans le fond, dans je dirais, le dernier 2 ans, le gouvernement a mis à jour ses instruments juridiques pour pouvoir agir. Donc, on parle de la fameuse LGGRI, qui est la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles, qui est un peu notre loi fédératrice. Il y a eu quelques itérations de mise à jour. Il y en a eu une importante à l'été 2021, notamment autour des données. L'autre événement important, c'est la création du ministère de la cybersécurité et du numérique au gouvernement du Québec, qui est d'ailleurs une source de grande fierté et qui est une première au Canada. On est la première province à se doter d'un ministère à part entière dédié à la cybersécurité et du numérique, parce qu'on juge au Québec, 21e siècle, ça devient maintenant une des grandes missions de l'État au même titre que santé, éducation, transport, etc. Donc, ce n'est plus seulement un support à la mission de l'État. Dans la foulée de cette mise à jour juridique qui a eu lieu, on a créé des nouvelles fonctions, notamment autour des données. Le gouvernement gère et utilise des données depuis le début des temps, mais on jugeait qu'au niveau des données numériques, il fallait renforcer la gestion du point de vue de sa gouvernance. Donc, on a vu créer un rôle de gestionnaire des données numériques gouvernementales qui chapeaute la gouvernance des données dans l'ensemble de l'appareil public. Ce qui est important de mentionner, parce que lorsque le projet de loi était à l'étude, une préoccupation qui avait été émise, c'est que le gouvernement était dans une mouvance de centralisation des données. On est beaucoup plus dans un modèle de fédération des données et on va le voir tout à l'heure lorsqu'on va parler des sources de données. Si on amène un rôle de gestionnaire de données numériques gouvernementales, pour chacun des ministères de portefeuille, on vient créer le rôle de gestionnaire délégué des données numériques gouvernementales, qui est un peu le pendant du dirigeant de l'information. Donc, à terme, le rôle pourrait être scindé, tout dépendant du volume des organisations. Dans certains organismes publics, ce sont la même personne qui cumule les 2 rôles, mais c'est également possible de le scinder dans des plus grandes organisations. Pensons à la santé, par exemple, qui en ce moment a 2 personnes différentes attribuées à ces rôles. Donc, ce gestionnaire délégué-là devient le responsable d'assurer dans le ministère de portefeuille, dans les organismes assujettis, que tout d'abord, il y a une bonne gestion, une bonne connaissance du patrimoine de données. Et ensuite, ça permet d'en assurer la sécurité, mais également la mobilité et la valorisation, et également l'ouverture, donc du point de vue des données ouvertes. Donc, c'est un nouveau chantier qui démarre. Et il faut le mentionner aussi, ce n'est pas d'hier que le gouvernement s'intéresse à la gestion de ces données numériques, mais c'était fait de façon beaucoup plus décentralisée. Donc, certains organismes étaient très avancés, d'autres l'étaient un peu moins. L'idée maintenant est d'harmoniser les pratiques, de partager les bonnes pratiques au sein de l'appareil public et surtout d'harmoniser les pratiques pour s'assurer que dans un monde de plus en plus intégré, dans un monde où les attentes de protection de données de renseignement personnel sont sans cesse à croissance face notamment aux cybermenaces qui explosent, on jugeait fondamental de créer cette fonction-là, mais il y a un parcours et beaucoup de travail devant nous avant d'en arriver à un niveau optimal, je vous dirais, dans la gestion des données. En termes de gouvernance ouverte, parce que c'est un sujet qui nous préoccupe, un exemple d'action au gouvernement du Québec depuis mars 2021, nous avons mis en place un comité en gouvernement ouvert qui va au-delà des murs du gouvernement du Québec. Donc, il compose 10 membres composés de représentants des organismes publics, centres de recherche et la société civile, évidemment. Maintenant, ça peut sembler très abstrait, ce qu'on parle là. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour le citoyen? Et par exemple, qu'avons-nous comme chantier en cours au gouvernement du Québec?
par rapport aux travaux en inventaire de données, en gestion des données du gouvernement, une des vocations ou une des issues, c'est le citoyen va redonner la même information moins souvent à l'État. On le sait, lorsqu'on fait affaire avec le gouvernement, on est constamment, en ce moment, en train de redonner la même information via divers formulaires. Et une des visions de la stratégie de transformation numérique gouvernementale, c'est la notion du « dites-le une fois », où le citoyen donne un type d'information une fois qui est, ensuite de ça, protégé, accessible et couvert par les lois pour s'assurer que l'usage qui en est fait est seulement pour les fins pour lesquelles l'information a été collectée. Et toujours dans une notion de consentement explicite de plus en plus pour justement éviter le phénomène d'éparpillement des données et renseignements personnels dans différentes bases de données qu'on vit en ce moment et qui, si j'utilise un langage de cybersécurité, augmente, dans le fond, la surface d'attaque parce que l'information se retrouve un peu partout. Mais au-delà de l'aspect sécurité, si on parle d'expérience citoyenne ou d'expérience entreprise, d'avoir l'information avec des niveaux de qualité variables dans différentes bases de données empêche une véritable transformation numérique. On sera capable d'offrir des services beaucoup plus proactifs aux citoyens et aux entreprises. En termes de chantier en cours, si on parle de données ouvertes, données de référence, donc également la notion de source de données officielle, peut-être rapidement définir ces termes-là qui sont introduits dans la révision de la LGGRI de l'an passé. Quand on parle de source de données de référence, pensons seulement une base de données officielle où sont les acronymes, par exemple, des organismes publics. On vient de débuter une nouvelle législature au gouvernement du Québec. Il y a des organismes publics qui ont changé d'appellation. Il y a des nouveaux organismes publics qui sont apparus. Alors, d'avoir à reprogrammer un peu partout dans le fond, ces informations-là, ça peut créer beaucoup de travail, ça peut induire des risques d'erreur. Donc, ça leur ferait du sens d'avoir des sources de données de référence où on aurait une table de pilotage, par exemple, avec ces informations-là. C'est mis à jour à un endroit et ça ensuite de ça diffuse dans les différents systèmes de l'État. Et toutes ces petites économies-là, à la fin de la journée, créent quand même des économies intéressantes pour le contribuable. C'est un exemple. Les sources de données officielles, c'est un peu la même chose. Pensons aux fameuses informations qu'on redonne continuellement, le nom, l'adresse, le courriel, etc. On a le Service québécois de changement d'adresse qui est une première étape, qui est toujours en évolution. L'évolution sera également d'avoir un service où je vais changer mon adresse courriel, mon numéro de cellulaire une seule fois pour pouvoir, si j'y consens, évidemment, recevoir des communications du gouvernement, des avis de renouvellement, etc. En ce moment, c'est un véritable parcours du combattant dans certains cas. Si on est un bon client du gouvernement du Québec, d'aller dans des sites de différents organismes publics pour mettre à jour les informations. Mais on peut penser également à des services de données de référence ouverts. Donc, il y a déjà des choses, il faut le mentionner, au gouvernement du Québec. Pensons à Adresse Québec, par exemple, donc la géobase officielle du Québec. Donc, c'est un partenariat avec le milieu municipal. On a des données, par exemple, pour l'ensemble du territoire québécois, le réseau routier, les odonymes, etc. Donc, c'est un exemple de source de données qui peut être utilisée autant à l'intérieur de l'État que dans la société civile, au lieu que chacun ait à se bâtir sa propre base de données avec de l'information similaire. Et ça nous mène à, je dirais, la problématique de l'inventaire des données, qui est un défi majeur. Il y a une explosion des données depuis plusieurs années, et notamment dans les renseignements personnels. On parlait des fameux formulaires. Comment peut-on réduire ces bases de données-là de façon raisonnée? Pas nécessairement, mais pas dans une notion de centralisation, mais bien de s'assurer que certains types de données sont dans la mission de tel ou tel organisme public, dans une notion de source de données officielle. C'est protégé, c'est inventorié, les ententes légales existent pour la mobilité et la valorisation de ces données-là. Et ça permet également, de façon très pratico-pratique, une réduction des coûts pour l'État de maintenir une panoplie de bases de données, de serveurs, d'abonnements infonuagiques pour maintenir un paquet de bases de données qui, des fois, contiennent la même information, mais de qualité inégale. Parce que si on veut une transformation numérique, on parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle,
le carburant de l'intelligence artificielle, ce sont les données. Et évidemment, des données de mauvaise qualité, on n'ira pas loin en intelligence artificielle. Même chose, le citoyen qui veut de plus en plus des services gouvernementaux qui sont proactifs, qui sont simples. Si l'intrant sont des données de qualité plus ou moins bonne, ça va être difficile en même temps de faire le pas de cette transformation numérique et d'offrir des services dignes du 21e siècle, dans le fond, aux citoyens et aux entreprises. Maintenant, en termes de travaux d'inventaire des données numériques gouvernementales, on débute un chantier à large échelle, mais qui va se faire de façon étapiste et qui va se faire de façon stratégique, c'est-à-dire on va cibler d'abord et avant tout les sources de données qui sont les plus payantes à inventorier d'un point de vue, et quand je dis payant, évidemment, on ne parle pas de vente parce que justement, dans la loi, la LGGRI, on parle bien que la vente des données publiques n'est pas permise. Mais bien qu'on parle de cibler des sources de données qui vont ramener le plus de valeur, notamment dans une notion d'ouverture, c'est-à-dire un meilleur inventaire va permettre de cibler des sources de données qui ne sont pas ouvertes actuellement, mais qui devraient l'être. Je le rappelle, on a le site Données Québec, qui est une fierté. 1313 jeux de données en date d'aujourd'hui. Je vais faire une petite vérification tantôt. Si on se compare à d'autres juridictions, il reste beaucoup de travail à faire. Donc, d'autres provinces canadiennes ont beaucoup plus de jeux de données disponibles en ce moment. Donc, on pense qu'on doit travailler là-dessus et de mieux connaître notre patrimoine de données de toute nature va permettre de faire une rationalisation, va permettre d'augmenter les qualités et également va permettre d'augmenter à terme le nombre de jeux de données disponibles sur Données Québec. Alors, ça amène un exercice de transparence. Maintenant, comment la société civile va pouvoir bénéficier de cet exercice-là, notamment par l'augmentation des jeux de données, et je parlerai également que l'augmentation des jeux de données ouvertes vont avoir un impact positif sur les demandes d'accès à l'information. C'est une des hypothèses avec laquelle on travaille, c'est-à-dire plus il y aura des jeux de données ouverts disponibles pour toutes sortes de sujets, plus on va être dans un mode où, par défaut, un organisme public ne sera pas dire je crée une nouvelle source de données, automatiquement, elle est fermée et on va devoir faire un exercice pour l'ouvrir. On veut plutôt inverser la vapeur à terme et l'organisme public va devoir démontrer pourquoi son jeu de données doit être fermé. Donc, toujours dans une notion d'ouvert par défaut. Ça va augmenter de façon importante le nombre de jeux de données ouvertes et réduire, dans certains cas, la nécessité de faire des demandes d'accès de documents et permettre aux citoyens, aux entreprises ou à la société civile d'aller se brancher directement sur les sources de données pour avoir réponse à ces questions, à ces préoccupations. Mais évidemment, ça demande un travail de classement, d'inventaire en données sensibles, non sensibles, peu sensibles. Il y a une préoccupation aussi au croisement de données. On en est conscient, c'est que deux jeux de données peuvent sembler individuellement peu sensibles ou non sensibles. Leur croisement peut permettre, dans certains cas, de faire l'identification d'une personne. Alors, c'est pour ça que ça complexifie notre travail actuellement. On veut s'assurer de le faire de la bonne manière pour éviter ce genre de situation où des gens débrouillards, en allant analyser des jeux de données ouverts, seraient capables d'inférer des renseignements personnels ou des renseignements sensibles. Donc, ça fait, je dirais, partie de la réalité, ce risque-là maintenant avec le volume de données qu'on gère, mais on pense qu'avec les bons processus, les bons contrôles en place, on va être en mesure de pallier à ces risques-là. Alors, c'est vraiment la mise à disposition pour la société civile, je pense, qui va faire une différence, mais également d'avoir un gouvernement qui connaît mieux son patrimoine de données. Également, ça va améliorer la prise de décision à l'intérieur de l'État, ça va accélérer la transformation numérique et permettre, comme je le mentionnais, des meilleurs services numériques gouvernementaux au bénéfice de tout le monde. Donc, c'était un peu ce que j'avais à dire là-dessus aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci, M. Kelly. Merci, M. Caron.
Alors, de mon côté, je représente aujourd'hui le CERTIA, qui est un centre de recherche en technologie de l'information et affaires. Et on a mené une recherche pour le MCN du Québec qui est intitulée « Diffuser des standards d'interopérabilité, atouts et contraintes des méta-organisations ». Donc, professeur Caron parlait tout à l'heure du niveau méta, bien, justement, on est là. Donc, avant de vous partager les principaux constats de cette étude-là, voici quelques notions pour mieux les comprendre. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est une méta-organisation? Mais c'est une organisation dont les membres sont eux-mêmes des organisations plutôt que des individus. Le terme méta-organisation, ça regroupe ce qu'on appelle communément des fédérations, des têtes de réseau, des associations industrielles, commerciales. Puis, ce qui est intéressant, c'est que les méta-organisations, elles sont présentes dans notre quotidien, mais la littérature scientifique leur prête très peu d'attention, surtout en sciences de l'administration. Donc, moi, je suis à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval et notre revue de littérature nous a permis de voir là, que c'est quelque chose qui est très peu étudié. Donc, raison de plus pour que le MCN et le CERTIA s'y intéressent. Donc, quelques exemples connus de méta-organisation, il y a SWIFT, qui est une coopérative du secteur bancaire qui nous permet d'effectuer des virements à l'international. Et d'autres exemples, l'ONU, l'Union européenne, donc des agences intergouvernementales. Ensuite, qu'est-ce que c'est l'interopérabilité? On parle de données ouvertes. L'interopérabilité, c'est deux systèmes qui sont capables d'échanger puis de traiter des données numériques de manière automatisée, sans intervention humaine. Donc, évidemment, il pourrait y avoir une intervention humaine pour programmer ces systèmes-là au départ, mais par la suite, ils sont capables vraiment de fonctionner sans nous et de se parler. Donc, l'interopérabilité, ça permet d'automatiser des collaborations entre des organisations et de créer des réseaux d'entreprises et d'organisations plus efficaces. On en fait l'expérience tous les jours de l'interopérabilité, ou à peu près tous les jours. Google Flight, par exemple, c'est interopérable avec les systèmes des compagnies aériennes, ce qui nous permet de comparer des tarifs de ces compagnies-là, d'organiser un voyage impliquant plusieurs compagnies aériennes. Amazon est interopérable avec son réseau de livreurs, de fournisseurs. Ça nous permet de comparer en un clin d'œil des offres du monde entier et de passer commande sans avoir à se rendre sur les sites individuels de ses fournisseurs ou de ses livreurs. Maintenant, pourquoi les méta-organisations sont-elles importantes dans un contexte d'interopérabilité et de données ouvertes? L'interopérabilité, ça ne tombe pas du ciel, donc il faut que ça soit programmé, comme je disais. Elle advient quand un groupe d'organisations se met d'accord sur un ensemble de standards, donc des pratiques de collaboration, des formats de données ouvertes notamment, des protocoles d'échange de données. Et surtout, il faut qu'elles adoptent ces standards-là de manière relativement simultanée, parce qu'il est inutile pour une organisation d'effectuer des investissements pour rendre son système d'information interopérable si ses partenaires ne font pas la même chose de leur côté. Ça revient un peu à s'acheter un téléphone alors que tous vos contacts sont encore au courrier postal, vous n'êtes pas très avancé. Ou encore, vous achetez des lunettes de 3D pour aller dans le métavers pour faire vos réunions de travail alors que tous vos collègues sont encore sur Zoom ou dans les locaux de vos bureaux. Donc, pour que l'interopérabilité émerge, il faut que les organisations s'organisent collectivement, même si elles n'ont pas de lien hiérarchique entre elles. Donc, on observe deux types d'acteurs qui sont capables de mener à bien des projets d'interopérabilité. D'abord, quand il y a une organisation dominante dans un secteur donné, ça peut être par exemple une multinationale. Donc, on parlait tout à l'heure d'Amazon, ça pourrait être Google aussi, qui sont des acteurs puissants de standardisation. L'État aussi, c'est une organisation dominante et il intervient, par exemple, pour rendre interopérables les systèmes de santé. Quand il n'y a pas d'organisation dominante, les méta-organisations, c'est le deuxième type d'acteurs pertinents pour conduire des projets d'interopérabilité. Donc, certaines méta-organisations sont spécifiquement établies pour organiser l'interopérabilité entre leurs membres. Dans ces cas-là, on parle vraiment d'organisations de standardisation. Ça inclut, par exemple, SWIFT, dont on a parlé plus tôt, mais aussi l'Organisation internationale de la standardisation ISO, qu'on connaît tous, ou encore le World Wide Web Consortium. Il arrive également que des méta-organisations qui n'étaient pas initialement établies dans le but de produire des standards sont amenées à conduire des projets d'interopérabilité.
Et ce ne sont pas toutes les méta-organisations qui conduisent des projets d'interopérabilité. Puis justement, c'est l'objet de notre rapport qui a été déposé au MCN récemment. Il s'agissait de comprendre quels sont les facteurs qui amènent une méta-organisation à conduire une stratégie d'interopérabilité. Puis il en ressort que les méta-organisations sont bien évidemment influencées par les besoins de leurs membres, qui sont elles-mêmes des organisations, et la structure de leur secteur, mais aussi par les actions gouvernementales. Donc, je vais développer ce point un peu plus tard. Ensuite, on peut se demander comment une méta-organisation peut appliquer les principes du gouvernement ouvert. Puisque cette étude était pour le MCN, on a vu qu'un principe du gouvernement ouvert paraît offrir un cadre d'interaction avec les méta-organisations. Il s'agit du principe de collaboration entre les acteurs gouvernementaux et la société civile. Donc, en effet, les méta-organisations s'établissent pour effectuer l'interface entre ces deux entités. Donc, elles vont permettre aux organisations d'un secteur d'avoir une voix auprès du gouvernement, puis au gouvernement de disposer d'un interlocuteur qui est capable de coordonner tous les acteurs d'un secteur. En outre, les méta-organisations contribuent à la diffusion et l'adoption des principes et réglementations définis par les institutions. Donc, en établissant des cadres de coordination avec les méta-organisations, les gouvernements peuvent s'assurer de concevoir des politiques publiques qui vont être plus facilement diffusées et adoptées par la suite par leurs partenaires socio-économiques. On peut aussi renverser la question puis se demander comment les principes de gouvernement ouvert peuvent aider les méta-organisations à conduire des projets d'interopérabilité. Comme je le disais plus tôt, l'action gouvernementale, ça constitue un des facteurs qui influence les méta-organisations dans l'élaboration d'une stratégie d'interopérabilité. Par l'action gouvernementale, on entend l'ensemble des actions contraignantes, comme la réglementation, mais aussi non contraignantes, comme les subventions, les communications publiques, les formations. Donc, M. Kelly en parlait tout à l'heure. Ça inclut évidemment des actions qui sont spécifiquement destinées à favoriser l'adoption des standards. Par exemple, une réglementation peut imposer un standard de données pour un secteur donné. Un gouvernement peut également décider de financer les activités de formation d'une organisation dont la mission va être justement de diffuser des standards d'interopérabilité. La littérature relève aussi que des actions gouvernementales qui ne sont pas directement destinées à favoriser l'interopérabilité peuvent néanmoins contribuer à stimuler l'émergence de ces stratégies d'interopérabilité. Les études sur les écosystèmes d'innovation en fournissent une belle illustration, à mon avis. En effet, un écosystème d'innovation, c'est généralement créé avec le soutien d'une entité publique qui va rassembler des acteurs d'innovation au sein d'un lieu spécifique, par exemple un campus universitaire, un incubateur, puis de mettre en place des mesures qui vont inciter la collaboration entre ces acteurs-là. Puis souvent, une méta-organisation va être établie pour coordonner l'ensemble de ces acteurs, puis favoriser l'éclosion de projets. Donc, une stratégie qui est souvent observée dans ces écosystèmes, c'est la définition de standards d'interopérabilité communs qui permettent aux acteurs de co-concevoir, co-créer une innovation commune qu'ils peuvent ensuite librement exploiter dans le cadre de leurs innovations respectives. Enfin, on peut se demander si l'interopérabilité peut se réaliser à l'aide d'une gouvernance ouverte ou des données ouvertes. Donc, l'interopérabilité basée sur des standards ouverts, ça nécessite effectivement une gouvernance et des données ouvertes. Les acteurs doivent être capables de co-construire les standards qu'ils vont adopter de leur plein gré par la suite. Puis la gouvernance ouverte, ça constitue la garantie que les acteurs reconnaissent la légitimité et la pertinence des standards en question. C'est d'ailleurs toute la force des méta-organisations. Elles vont créer des forums de coordination au sein desquels les membres vont être invités à participer, à co-créer, à innover ensemble autour de projets ouverts tels que des standards d'interopérabilité. Alors voilà, 3 principaux constats peuvent être tirés de notre étude en particulier sur les atouts et les contraintes des méta-organisations dans la diffusion des standards d'interopérabilité. Puis j'en profite pour remercier le doctorant Louis Cousin, puis son encadreur, le professeur Luc Audebran, pour avoir été activement sur le terrain pour mener cette étude-là dans le cadre de la thèse de doctorat de Louis. Donc, il y a une revue de la littérature qui a été faite, la littérature existante, et ensuite, Louis a fait des entrevues sur le terrain. Alors, le premier constat, c'est que les méta-organisations sont effectivement des acteurs importants dans les projets d'interopérabilité. Une étude qui a été faite entièrement au Québec, en passant.
Deuxièmement, de nombreux facteurs, influencent positivement ou négativement la tendance des méta-organisations à conduire un projet d'interopérabilité. Et troisièmement, la tendance des méta-organisations à conduire un projet comme ça peut évoluer dans le temps. Donc, une méta-organisation qui refuserait de conduire un projet d'interopérabilité aujourd'hui pourrait se montrer très proactive à le faire demain. Donc, le premier constat que les méta-organisations sont des acteurs importants, ce n'est pas un secret. Donc, ceux qui s'intéressent aux standards techniques ou non, d'ailleurs, savent bien que les standards ouverts, ceux qui ne relèvent pas d'une entreprise en particulier, sont émis et maintenus par des méta-organisations que l'on appelle communément des organismes de standardisation. Donc, on parlait tout à l'heure du World Wide Web Consortium ou de l'ISO, qui sont très connus pour la production de standards. Puis, par ailleurs, plusieurs chercheurs avaient déjà observé que des méta-organisations non techniques pouvaient, à un moment de leur existence, être impliquées dans un projet d'interopérabilité. Pour autant, ces méta-organisations étaient plutôt vues comme des acteurs extérieurs du processus plutôt que des acteurs à part entière dans ce processus de changement. Donc, en conduisant notre recension des écrits, notre revue de littérature, puis en menant notre propre étude empirique sur le terrain, on s'est aperçu que les méta-organisations étaient bien plus qu'un simple élément du paysage au Québec. Elles ont les moyens de conduire des actions stratégiques qui favorisent l'adoption des standards. Par exemple, afficher leur soutien à ces projets-là, mettre en place des cadres de collaboration destinés à faciliter l'adoption des standards, ou même conduire des actions de formation. Inversement, on assiste à des projets d'interopérabilité qui échouent, soit parce que la méta-organisation ne voit pas l'intérêt de le soutenir ou parce qu'elle s'y oppose activement. Ce type d'action, qu'on pourrait appeler nuisance, est également important à avoir toujours en tête parce que ça nous donne conscience du poids que peut avoir une méta-organisation dans le succès ou l'échec d'un projet d'interopérabilité. Le second constat de notre étude, je le rappelle, c'est qu'il y a de nombreux facteurs qui influencent la tendance des méta-organisations à conduire un projet d'interopérabilité, autant des facteurs positifs que négatifs. Donc, pour voir plus clair dans toutes les données qu'on a amassées, on a catégorisé les facteurs selon qu'ils relèvent de la capacité interne de la méta-organisation, de son environnement extérieur ou encore des contraintes techniques auxquelles elle serait soumise. Ensuite, on est allé observer comment ces facteurs s'expriment sur le terrain. Donc, souvent, on part de la littérature, puis ensuite, on va sur le terrain pour collecter nos propres données. Et il en est ressorti que selon la méta-organisation, certains facteurs peuvent être plus importants que d'autres. En l'occurrence, on a étudié des méta-organisations dans les secteurs de l'environnement et de la foresterie, qui sont des secteurs étroitement liés à l'action publique. Ces méta-organisations sont fortement influencées par les actions des ministères. On parle bien entendu des réglementations, mais aussi des programmes de subvention, comme je le disais plus tôt, qui peuvent favoriser ou décourager la conduite de projets. Il s'agit aussi certaines fois d'actions beaucoup plus simples, comme l'implication d'un fonctionnaire visionnaire qui souhaite contribuer à voir le secteur gagner en performance grâce aux outils numériques et qui va se rendre disponible pour élaborer un plan d'action avec la méta-organisation. Dans tous les cas, un seul et unique facteur ne peut pas expliquer à lui tout seul le fait qu'une méta-organisation va conduire ou non une stratégie d'interopérabilité. Par exemple, même si une méta-organisation reçoit un plein soutien du gouvernement, elle doit s'assurer que ses membres vont avoir, eux, les moyens de conduire le changement attendu. Comme on le disait, la gouvernance, c'est méta, mais souvent la gestion puis l'atterrissage, ça se fait de manière plus organisationnelle, plus sur le terrain. Donc, il faut effectuer des investissements nécessaires, par exemple, chez les membres pour adopter la technologie qui serait proposée. Donc, le dernier constat, c'est que la tendance des méta-organisations à conduire un projet d'interopérabilité peut évoluer, puis ça s'explique à deux niveaux, cette évolution-là. D'une part, les facteurs d'influence que je viens de présenter peuvent eux-mêmes évoluer. Par exemple, les organisations membres de la méta-organisation vont se doter d'équipements informatiques, vont recruter du personnel qualifié. Donc là, l'idée de conduire un projet d'interopérabilité va gagner en pertinence dans le secteur. Idem, si le gouvernement met en place un nouveau programme de subvention en ce sens-là, la méta-organisation va disposer d'une ressource supplémentaire pour mener son projet à bien.
D'autre part, la méta-organisation peut elle-même développer sa propre disposition à engager ce type de projet, parfois de manière plus ou moins volontaire d'ailleurs. Par exemple, une méta-organisation qui voit que ses organisations membres ont recruté des experts en technologie de l'information va pouvoir constituer une communauté de pratique entre ces experts-là, puis organiser des rencontres, divers événements de réseautage. Et ces communautés de pratique s'avèrent être d'excellents vecteurs d'innovation collective. Une communauté de techniciens peut typiquement mener à l'émergence de projets d'interopérabilité sans que la méta-organisation ait à faire plus que de les mettre en réseau. Nos recherches empiriques ont illustré de manière assez frappante la capacité d'évolution des méta-organisations. Donc, des méta-organisations qui avaient initialement aucune ambition de conduire de projets d'interopérabilité, puis même aucune idée qu'elles pouvaient avoir un jour à jouer ce rôle-là, se sont retrouvées amenées dans d'ambitieux projets numériques impulsés par des communautés de pratique qu'elles avaient elles-mêmes créées. Donc, en quelques années, des méta-organisations se sont retrouvées à la tête de systèmes d'information interorganisationnels très grands et très innovants. Donc, pour conclure, ces constats-là, ils sont importants, oui, pour les chercheurs, pour faire avancer la connaissance scientifique, pour la recherche, mais aussi pour la pratique. Donc, en oubliant de s'intéresser aux méta-organisations et à la gouvernance, on s'expose à omettre des mécanismes qui sont pourtant au cœur du processus de changement et de son succès. Donc, en les prenant en considération, on est mieux en mesure de comprendre et d'expliquer dans quelles conditions vont se diffuser des standards d'interopérabilité. Et ça peut également être pertinent pour le Centre québécois d'excellence numérique du MCN, puis les principes de gouvernement ouvert en général, qui prévoient notamment la collaboration entre les acteurs publics et la société civile. Donc, c'est pertinent de comprendre le rôle des méta-organisations dans les processus de transformation numérique, puis leur façon de se comporter, puis les mécanismes qui leur permettent d'évoluer. Donc, le MCN pourrait décider d'aider, de mettre en place des méta-organisations pour faire atterrir justement ces politiques et ces orientations. Alors voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on est maintenant rendu à la période de questions-réponses. Oui, effectivement. Merci beaucoup à nos 3 panélistes pour leur présentation. S'il y a des questions dans la salle, je vous invite à aller au micro. Pour l'instant, je vais commencer avec une question que nous avons eue en ligne de Simon Charette qui s'adressait au professeur Caron. Vous avez mentionné que la ligne entre les données et informations tend à se dissiper. Cela dit, traditionnellement ou actuellement, on parle de données. Est-ce qu'on parle seulement de données quantitatives ou on parle aussi de données qualitatives? Alors, ce qui est en train de se passer tranquillement dans cet univers-là, c'est que on s'est rendu compte qu'avec évidemment l'arrivée du numérique, du digital, le 0-1, donc tout finalement devient de la donnée. Et évidemment, il reste un patrimoine documentaire à numériser et à amener dans cet univers 0-1 pour être capable de le faire, mais on parle autant de données qualitatives que de données quantitatives. Et je pense qu'on arrivera à avoir un patrimoine qui sera unifié. C'est ce que je vois arriver et c'est ce que les gens commencent à demander aussi un petit peu pour être capable d'harnacher au maximum toutes les informations, parce que des fois, elles vont être sous forme de données quantitatives, mais elles sont aussi des données qualitatives. Une adresse, etc., n'est pas toujours numérique là, dans le sens de chiffres de données quantitatives. Donc, on s'en va vers quelque chose qui va, à mon avis, s'unifier au fil du temps et grâce, évidemment, ou dû à l'informatique. Donc, maintenant, quand on se regarde, on voit tout en zoom, etc., mais on est tous du 0-1. Derrière tout ça, là, on est tous quand même dans de la donnée comme telle. Donc, je pense qu'on s'en va vers ça tranquillement. Donc, il y aura unification, je pense. Et il y aura donc un gain aussi, puis ça va un peu dans le sens de ce que le professeur Marsan disait, c'est-à-dire qu'il y a un gain de ce côté-là, un gain méta, à mettre ensemble, en fait, toutes ces connaissances qu'on a autant au niveau de la gestion documentaire que de la gestion des données pour arriver à aller chercher ce dont on a besoin, c'est-à-dire une information qui va nous amener de meilleures politiques publiques, de meilleures décisions opérationnelles, etc., etc. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, donc j'aimerais vous remercier, M. Jonathan Kelly, Mme Josiane Marsan et M. Daniel Caron pour votre temps aujourd'hui et à une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Pardon.